Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. J'aimerais parler du couple ce soir. Alors le couple, comme son nom l'indique, un couple en général c'est deux personnes. Il vaut mieux que ce soit deux personnes. Et donc ça fait qu'il y a toujours des choix. Si déjà avec soi-même on n'est pas toujours sûr du premier coup, on a déjà un avis et puis un autre avis, et bien à deux en général il y a encore plus d'avis. Chacun a son avis. Moi j'ai mon avis sur la question, mon mari a son avis sur la question, et en général le propre de l'avis c'est que en général il est différent de l'autre avis. Donc chacun a sa façon de voir les choses. Pour imager un petit peu la chose, j'aimerais vous raconter une petite anecdote personnelle. On devait choisir un sendak, c'est-à-dire après avoir eu un fils, on doit lui faire la brit mila au 8e jour, et la personne qui tient le bébé dans les bras, il faut choisir une personne qui va tenir le bébé dans les bras pendant le moment de la brit mila. Donc ça doit être un homme, qui fait Shabbat, en l'occurrence qui est religieux. Le sendak a énormément d'influence sur la future vie du bébé, énormément d'influence. Et donc c'est un sujet, comme vous le voyez, un petit peu crucial. Donc après avoir accouché, moi j'avais déjà avant d'avoir accouché, j'avais déjà mon idée du sendak, j'imaginais quelqu'un de spécifique. Et puis mon mari avait aussi son idée qui faisait son chemin dans sa tête. Et puis après, par l'expérience, on a compris qu'il valait mieux pas trop parler de ça pendant le moment de la grossesse, parce que on sait jamais comment les choses se déroulent. Donc on a évité d'en parler pendant la grossesse, mais après la grossesse, en l'occurrence, il fallait en parler puisque la brit mila devait arriver. Et lui, il m'a donné son avis et moi, je lui ai donné mon avis. Et on n'était pas d'accord. On n'a pas réussi à se mettre d'accord spécialement. Et le temps avançait, il fallait se dépêcher, il fallait se décider tous les jours. Alors, t'as toujours pas changé d'avis? Non. Et toi? Non. Donc on n'arrivait pas vraiment à se rejoindre. Et moi, le temps avançait et j'essayais de chercher encore plus de raisons pour lesquelles il fallait absolument choisir le sendak que j'avais choisi. Et au bout d'un moment, comme on n'arrivait vraiment pas à faire la part des choses, on a suivi le conseil de la rabbinite Levanon qui nous dit que quand on n'arrive pas à régler le sujet à deux, il faut une tierce personne. Il faut une tierce personne, ça peut être une rabbinite, ça peut être une thérapeute, un rave, quelqu'un qui a la crainte du ciel, bien sûr. Il faut une troisième personne pour aller s'expliquer avec cette troisième personne. Donc j'ai appelé une tierce personne, en l'occurrence. Pour la citer, c'est Liad Var, qui a des conseils fantastiques, Baruch Hashem. Et je lui ai dit, Liad, voilà, j'aimerais te dire que Baruch Hashem, j'ai accouché d'un garçon. Mais voilà, moi j'aimerais vraiment ce sendak parce que regarde, il y a cette raison, et j'ai commencé à lui déballer toutes les raisons pour lesquelles il fallait qu'on choisisse mon sendak. J'ai dit voilà, mais mon mari veut ce sendak, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je pense que tu auras compris que mon choix quand même a ses raisons, etc. Et vraiment j'ai essayé de faire vraiment bien passer mon avis, hein, puisque je voulais vendre mon avis en l'occurrence. Et Eliade m'a dit, tu sais, Dieu nous offre des situations pour nous réjouir. Et en l'occurrence, la venue d'un bébé, c'est une raison de se réjouir. Et parfois, les gens, ils ne comprennent pas cela, et ils font de ces raisons de réjouissance des raisons de dispute ou d'éloignement. C'est dommage. Ça m'a tranquillisée, j'ai compris. J'ai raccroché, c'est bon, j'avais aucun problème à ne plus tenir sur mon avis. Mon mari m'a dit alors t'as réfléchi? Je lui ai dit bon écoute, ton idée est la meilleure, je pense que c'est le plus important, c'est que le bébé soit en bonne santé, c'est que Baruch Hashem on va pouvoir faire une brit mila, et voilà. Et donc pour moi cet avis ça m'a tranquillisée. C'est pour dire que très très souvent dans la vie on est face à des choix avec le mari, que ce soit concernant l'éducation des enfants, que ce soit concernant les écoles, que ce soit concernant les noms, quel va être le prénom de l'enfant. Alors ça c'est une histoire en soi aussi. Avant d'avoir fait Tchouva, mon premier garçon, j'avais déjà le nom depuis le début, presque le début de la grossesse, j'avais déjà un nom en tête.
Et j'ai tenu sur ce nom jusqu'au bout. Et mon mari essayait de me faire un peu changer d'avis, mais change telle lettre et telle lettre. Non, c'était pour moi ce prénom. Quand mon bébé est né, Baruch Hashem, on l'a appelé comme ça. Et puis après, Baruch Hashem, j'ai commencé à faire tchouva, à me renforcer, à écouter des cours de Torah et à comprendre que je n'avais pas la vérité absolue. À comprendre que j'ai aussi entendu beaucoup sur le sujet du fait de donner un prénom. Au moment de donner le prénom, les parents en fait reçoivent ce qui s'appelle le Ruach HaKodesh. Clairement, le Ruach HaKodesh, l'esprit divin pour décider du prénom de l'enfant. C'est pas des bêtises. C'est pas, y en a, ils ont le Ruach HaKodesh, il y en a, ils l'ont pas. C'est pas ça. Tous les parents juifs qui mettent au monde un enfant reçoivent ce salaire fantastique, ce cadeau fantastique, que pendant un instant, ils ont le Ruach HaKodesh pour faire sortir le nom de l'enfant au grand jour. C'est-à-dire que l'enfant a son prénom. Son prénom attend juste qu'on le dévoile. Mais l'enfant a un prénom très clair. Et Akadosh Baruch Hu nous donne le sentiment que c'est nous qui allons choisir ce prénom. Donc c'est un cadeau qu'il nous fait, pour nous donner le sentiment qu'il faut qu'on recherche le prénom, qu'il faut qu'on fasse des recherches, etc. C'est un cadeau, c'est une joie. Et parfois, on ne sait pas qu'on a le Ruach HaKodesh, et on tombe dans le piège de se disputer pour le prénom. Donc j'avais entendu sur ce sujet, et pour plusieurs enfants, on s'était comme ça un petit peu pris la tête aussi sur les prénoms, et pendant tous les mois de la grossesse, on parlait de moi je veux ce prénom, moi ce prénom, moi ce prénom. Au bout d'un moment, j'ai fait un grand lâcher prise, et je me suis dit, de toute façon, le prénom il ressort. De toute façon, que ce soit lui ou que ce soit moi, le prénom il va ressortir. C'est le Ruach HaKodesh, ça peut être mon mari qui va trouver le nom ou moi, ça sera la même chose au final. Le nom qui doit sortir, il va sortir. Donc après, je me suis dit, la question c'est qui va être le gentleman de l'histoire. Quand on rentre dans un endroit et que quelqu'un nous tient la porte, allez-y, je vous en prie, non, non, allez-y, allez-y, oh, allez-y, je vous en prie, non, non, je vous tiens la porte, allez, je suis pas pressée, c'est bon. Le mari et la femme, c'est pareil. Vas-y, c'est toi qui choisis le prénom. Ah non, 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 c'est toi qui choisis le prénom. Ah non, je t'en prie, tu as des bonnes idées, choisis-toi le prénom. Tu as choisi les prénoms de nos enfants précédents, c'est tellement beau et fantastique, je te fais confiance. C'est une histoire en fait de gentleman, quoi. De bienséance. Peu importe qui va trouver le prénom c'est le prénom, ça ressortira le même prénom. Et il y a plein de moments dans la vie où on est confronté à des choix comme ça. Et je trouve que c'est dommage de se prendre la tête pour qui va avoir le dernier mot. Qui décide. C'est moi qui décide. Non, c'est moi qui décide. Non, c'est moi. C'est pas important qui décide. Et c'est mieux, il vaut mieux que ce soit le mari qui décide. Il vaut mieux que ce soit le mari qui ait le sentiment qu'il décide. À mon avis, tant qu'on peut lui donner le sentiment que c'est lui qui décide, je pense qu'on lui fait un très très grand cadeau à lui et à toute la famille. Parce que le mari retrouve sa dignité, retrouve sa virilité de gouvernail, de gouverner la navette. C'est le rôle du mari, c'est le rôle de l'homme, c'est le rôle de l'homme. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui ressemble à un homme et une femme qui ressemble à une femme. Parce que quand tout est mélangé, pêle-mêle, on ne sait plus qui c'est qui est quoi, qui fait quoi. Il y a la femme qui est là avec une grosse voix et qui décide de tout. Ah, c'est moi qui décide dans cette maison. Donc, et puis il y a l'homme qui est tout éteint, tout ce que tu voudras, bah oui, non, mais c'est toi qui décides, il n'y a pas de problème. C'est dommage, c'est dommage. On a une occasion, lors des choix de la famille, on a une occasion de donner la possibilité au mari d'être le décideur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des fois, en fait, c'est l'ego qui crie à l'intérieur. Non, c'est moi qui décide. Un petit enfant comme ça qui a 15 ans à l'intérieur qui dit c'est moi qui décide. Mais il faut lui dire à cet enfant, mon fils, ma fille intérieure, ça y est, on a grandi, aujourd'hui j'ai 30 ans. On est capable de laisser notre mari choisir. Je peux laisser mon mari choisir. Ça ne va pas me mettre en porte-à-faux, ça ne va pas me mettre en état de fragilité, en état comment dire, de soumise. Non, mais c'est ça souvent, j'entends le mot. Oui, après on fait de la femme une femme soumise. Est-ce que j'ai l'air d'une femme soumise, hein? Je ne trouve pas que quand on laisse le mari décider, on est forcément une femme soumise. Au contraire, je trouve qu'on a beaucoup plus les rênes secrètement, entre nous, les rênes de la maison, de la construction familiale, quand justement on laisse la place au mari. C'est-à-dire,
on a le rôle de laisser la place au mari. C'est un rôle fantastique. C'est un rôle d'une force extraordinaire. Laisser la place au mari. Le mari est là. Il a son mot à dire. Il a son mot à dire. Et plus on laissera le mari s'exprimer sur des petites choses, a priori, qui ont l'air petites, et plus le mari pourra, Bezrat Hashem, s'exprimer sur des grandes choses. Pour le bien-être de la famille. C'est tellement important pour les enfants d'avoir une image d'un père qui est digne de ce nom. Moi, je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux enfants. C'est-à-dire que si on n'est pas encore dans un état d'esprit de laisser la place au mari parce qu'on a trop... On n'arrive pas à faire ce lâcher-prise de décider, de choisir et d'être là sur tous les détails. Et, je me souviens, il y avait une femme qui venait d'accoucher et elle est restée, mais je ne sais pas combien de temps au téléphone avec son mari pour lui dire « Lis-moi la carte du menu de la salle de la Brit Mila et je te dis exactement tous les choix que je veux. Alors, tu prends pizza avec champignons, sans olives, non, tu mets 10 bourricas. Ça, le mari, il était là, il aurait pu le faire aussi. Le mari, il était sur place au restaurant. Il peut choisir les plats, il peut choisir les menus, il peut choisir... Moi, je pense que tant que le mari, il prend l'initiative de choisir, c'est dommage de rentrer dans le tableau et de dire « Attends, j'ai mon mot à dire, moi aussi. Hein ». C'est dommage. C'est dommage. Il y a tellement de choses à faire que on peut faire autre chose. On peut être sur d'autres plans, sur d'autres choses qui sont tout aussi cruciales. D'accord? S'occuper des enfants, donner comment dire, une attention aux enfants, d'être là pour eux, d'être à l'écoute, ça demande beaucoup d'énergie. Et quand on est là à tout choisir, tout décider, c'est moi qui décide, j'aurai le dernier mot, et c'est moi qui décide à choisir la couleur de la voiture, et c'est moi qui décide le modèle de la voiture, et c'est moi qui décide la couleur de la peinture. Si le mari n'est pas intéressé à donner son avis, si le mari nous dit, écoute, la peinture, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout, donc choisis-toi. Ok, mais si le mari se propose de donner son avis, je trouve que c'est dommage de le remballer. C'est dommage de lui dire... Tu es bien gentil, mais ici, c'est moi qui décide. C'est dommage de faire ça. C'est briser une volonté de devenir, une volonté de vivre, une volonté de s'exprimer. Et le problème, c'est que quand on ne laisse pas cette volonté de s'exprimer chez le mari, son rôle sur cette terre, sa mission terrestre, sa mission de vie, sa shlichut dans ce monde, c'est pas certain qu'il arrive à l'exprimer. C'est pas certain. S'il sait que sa femme n'est pas intéressée à le laisser s'exprimer sur le sandak, sur le nom de l'enfant, sur la couleur de la voiture, si sur ça il n'a pas son mot à dire, alors qu'il a envie de le faire, c'est pas qu'il n'a pas envie. S'il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Mais s'il se propose de choisir, c'est dommage de dire attends, hey, moi aussi j'ai mon mot. Parce que c'est des occasions pour lui de devenir, c'est des occasions pour lui de grandir. Et il faut pas seulement le laisser choisir, mais il faut aussi être après entière avec son choix. Pas si jamais ça fonctionne, alors on est content, ouais c'est mon mari qui a choisi, ouais je sais, c'est mon mari qui a choisi. Et dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, ouais non mais attends, c'est mon mari qui a choisi quoi. Je veux dire, c'est lui qui a choisi, je le savais, depuis le début. Non, pourquoi tu lui tombes dessus? Il a choisi, ça se passe bien, on est entière avec lui, ça se passe pas bien, on est quand même entière avec lui. Entière avec lui. Il a choisi un modèle de voiture. Et on n'a pas eu autre mot à dire. On n'a pas choisi la couleur, on n'a pas choisi le modèle. La voiture tombe en panne. Tu as deux possibilités. Ou tu lui dis, ah mince, je peux t'aider, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Mince, c'est embêtant, oh là là, j'espère que tu vas réussir à... Ou alors d'être là, juste à l'écoute, quand il me dit, oh là là, la voiture est tombée en panne et tout. Ah mince. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est de dire, ah, ben je l'avais dit. Ah non, mais je le savais depuis le début. Bah oui, mais tu m'as pas laissé exprimer mon avis. J'ai pas donné mon avis, donc ça pouvait que tomber en panne. Donc ça, c'est se servir, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, de se servir de la faiblesse de l'autre, se servir de la difficulté de l'autre, rasvé shalom, pour l'écraser. Et ça, c'est pas très digne, c'est pas très loyal. C'est pas très loyal. Le but du couple, à mon avis, c'est le bon cœur, c'est le lev tov. Le lev tov, c'est un bon cœur, comme elle dit Liadvar. C'est un cœur, un bon cœur, qui aime l'autre et qui aide l'autre dans sa difficulté.
Et en l'occurrence, quand le mari a fait un choix, il a choisi des chaussures, il a choisi des choses pour les enfants, des habits. Encore une fois, s'il se propose de choisir, laissons-le faire. Franchement, laissons-le faire. Parce que les enfants, ils aiment avoir un père qui est vivant. Ils aiment avoir un père qui vit, Dieu, il s'exprime au travers des gens. Dieu, il s'exprime au travers des personnes. Akadosh Baruch Hu mofia derer anashim. Donc, si on ne laisse pas le Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de mon mari s'exprimer, d'abord, c'est pas sûr qu'on laisse rentrer Hachem dans notre vie. Si on dit, ouais, moi, Hachem, pour moi, il a toute la place, pour moi, le plus important, c'est Hachem et tout ça. Mais si, quand notre mari nous dit quelque chose, on n'est pas à l'écoute, on n'apprécie pas, on ne laisse pas la place, on ne respecte pas ce qu'il a à dire, ça veut dire que quelque part, on ne respecte pas non plus Hachem, on ne respecte pas non plus, on ne laisse pas rentrer Hachem dans notre vie. Hachem, c'est pas que quand on fait des brachot ou quand on va à des je sais pas moi, à des afrachat chala ou quand on va à un mariage, c'est pas que ça Hachem. Quand on va au kotel ou quand on va sur un kéver, quand on fait le tour des saints. Hachem, c'est aussi à l'intérieur de notre mari. Et quand notre mari s'exprime, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter sans chercher à comprendre. S'il y a des choses qui sont en dehors de la halakha, qui outrepassent la halakha, alors on ne peut pas laisser passer. C'est important de poser la question à un rave, c'est important de dire au mari, écoute, ça ne va pas d'après la halakha, ça ne va pas d'après la loi juive. Ça c'est très important et on lui rend un très grand service. C'est en lui disant quelle est la halakha si jamais il ne le sait pas. Si lui-même étudie, logiquement, on n'a pas besoin de lui rappeler quoi que ce soit. Mais si l'homme n'étudie pas, eh bien, le fait de lui dire c'est pas la halakha, ou alors il faut faire attention, on ne peut pas, c'est le Shabbat, c'est important, il faut faire kiddush, il faut faire les fêtes. Quand on lui dit ça, justement, on éveille chez lui Akadosh Baruch Hu qui est en lui, Hachem. Il a à l'intérieur de lui le divin. Le divin. Et quand on éveille chez lui le côté spirituel, on éveille chez lui le côté divin. On éveille chez lui Hachem qui est à l'intérieur de lui. Et donc, en l'occurrence, c'est une aide. C'est comme on dit, Ezer Kenegdo. Une aide pour lui. Mais si le mari étudie, on n'a pas besoin de lui rappeler quelle est la halakha. Il le sait très bien. Et si on a un doute, on peut poser la question à un rave. En l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que si on permet au divin qui est à l'intérieur de notre mari de s'exprimer, d'abord nous on y gagne énormément, ça fait qu'on grandit en émouna, on grandit en foi en Dieu, on a compris que Dieu il n'est pas seulement dans le ciel, d'accord, notre Père qui est au ciel, c'est pas seulement dans le ciel, c'est aussi à l'intérieur des gens, à l'intérieur de la voisine, à l'intérieur de... Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'entendre avec tout le monde merveilleusement, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas, et pourtant ce sont des gens qui ont du divin en eux. Ce sont des gens qui ont du divin en eux. Et comme a dit le fils du Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, eh bien, il a dit, le Rav Tzvi Yehuda Kook, il a dit que si deux personnes juives ne s'entendent pas, celle-ci est merveilleuse et celle-là est merveilleuse, mais ensemble, elles ne vont pas. Donc, des fois, on ne s'entend pas avec une voisine ou peu importe, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à voir le divin qui est en eux. Mais plus on est conscient que le divin est à l'intérieur des gens, plus on arrive à apprécier les gens en fait. Et c'est le cas premier pour le mari. C'est-à-dire que le mari, plus les gens sont proches de nous, plus c'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile au travers d'eux pour nous parler. Que ce soit les parents, que ce soit le mari, que ce soit les enfants, et les enfants a fortiori. Les enfants c'est tellement palpable, c'est tellement fantastique quoi. Il suffit de les écouter, on entend le divin, quoi. C'est magnifique. Mais en l'occurrence, le mari aussi, ça marche aussi. Donc, si on ne respecte pas son mari, quelque part, on ne respecte pas Hachem. Et si on laisse notre mari s'exprimer, donner son avis, faire des choix, eh bien, Baruch Hachem, on laisse le divin s'exprimer en lui. J'aimerais raconter une histoire qui est un petit peu difficile, ne le prenez pas à cœur, mais c'est juste pour vous dire à quel point la querelle entre les conjoints peut des fois amener des choses terribles. Mes parents avaient des amis, un couple d'amis américains qui se querellaient du matin au soir. Et ils avaient plusieurs enfants et en l'occurrence, leur aîné est tombé malade.
est tombé malade. Mais ils se querellaient du matin au soir, ça ne s'arrêtait pas. Et ils n'étaient jamais d'accord, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Aller au restaurant, choisir une place, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. On s'assoit là. Non, on s'assoit là-bas. Mais non, ici, il y a le masgagne, il y a le chauffage, il y a la vue sur le... Non, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas la chaleur, je n'aime pas ça, on s'assoit là-bas. Donc ils n'étaient jamais d'accord. Jamais. Donc imaginez les enfants, ce qu'ils épongeaient. Ils épongeaient tout le temps, un mécontentement des parents, comment dirais-je, un énervement des conjoints l'un envers l'autre, tout le temps en train d'éponger, jusqu'au moment où leur aîné est tombé malade, malheureusement. Et ils ont continué de se quereller pendant toute cette période où l'enfant était malade. Ils étaient à l'hôpital avec lui, on prend ce médecin, non, on va voir ce docteur, je ne suis pas d'accord avec toi, écoute, si jamais son cas s'empire, ça sera de ta faute. Et les deux, ils se faisaient porter toutes les fautes au monde, quoi. Ils se culpabilisaient l'un et l'autre, et c'était terrible. Et donc l'enfant vit dans sa maladie, à l'hôpital, il avait sans cesse ce poids de ses parents qui étaient l'un contre l'autre, qui n'arrivaient jamais à se mettre d'accord, jusqu'au moment que Dieu préserve Lo Aleinu chez l'Oneda, où cet enfant est arrivé en phase finale, il est parti, bon, et les parents ont continué de se quereller, même après que l'enfant soit parti. Le jour de l'enterrement, ils se sont querellés, ils se sont dit non, on n'écrit pas ça sur la pierre tombale, non, moi je suis pas d'accord, mais comment tu peux oser vouloir écrire une telle chose sur la pierre tombale, mais enfin qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est. Et ses parents, ils se sont pas rendus compte malheureusement que leur enfant, quelque part, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour... Mais il faut comprendre que l'enfant il absorbe la querelle. Et des fois ça peut aller très très loin cette mésentente, cette discorde, et ça peut peiner les enfants à un point qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas. Par amour pour nos enfants, il faut se mettre d'accord. Par amour pour nos enfants, la plupart des choses qui n'ont pas vraiment une incidence cruciale sur la vie, et entre nous, un très très grand pourcentage de choses dans la vie font partie de cette parenthèse. Un nombre incroyable de choses n'ont pas vraiment un impact crucial sur notre vie, c'est pas vrai. On croit, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui nous fait croire que ça, c'est décisif. Et ça, la place de restaurant, mais tu peux pas le laisser choisir. Et ça, et la couleur de la voiture, mais c'est pas, tu peux pas le laisser choisir. Tu vas pas le laisser choisir sans dire ton mot, quoi. Tu vas pas dire ton mot. Quoi, tu es une femme soumise? Non, je suis pas une femme soumise. Je suis une femme intelligente. Et donc, il y a certaines choses sur lesquelles je ne me prononce pas. Parce que comme disait la rabbinite Riva Lapidot, Aléa Shalom, on ne peut pas se prononcer sur tout. On ne peut pas. Sachez-le, c'est que ce soit clair. Ou on se propose sur les choses qui sont importantes réellement, ou on se propose sur les choses qui sont des détails. Des choses qui sont vraiment en marge de la vie. C'est pas important. Ça ne fait pas partie de la vie. C'est pas le cœur de la vie. C'est des choses qui sont vraiment dans la marge. Et c'est dommage de perdre son énergie. L'énergie, c'est tellement cher, ça ne reviendra pas. L'énergie qu'on dépense pour rien ne reviendra pas. Donc il faut garder cette énergie à l'intérieur de soi uniquement pour les choses importantes. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir et qu'on arrivera à amener sa famille quelque part. Si on dépense toutes ces énergies dès le départ pour toutes les choses qui n'avaient aucune importance, toutes les choses importantes, après c'est fini. On n'est plus là, on n'est plus de la partie. On n'est plus de la partie, on est déjà essoufflé de s'être tellement déchiré pour des choses tellement pas importantes. Des choses tellement importantes. Quand un jeune couple va se marier, il faut les laisser choisir. Il faut les laisser choisir. Qui choisissent cet orchestre, qui choisissent ça. Il faut les laisser choisir. Il faut apprendre à laisser les autres choisir. Et ne pas toujours se mettre dans le choix des autres. Comment dire, s'immiscer dans le choix de tout. Cette volonté de vouloir tout maîtriser, c'est humain. C'est humain, on l'a tous en nous. Et moi la première. Cette volonté de tout maîtriser. Mais c'est un piège du Yetzer Hara. Parce que quand on maîtrise toutes ces choses que le Yetzer Hara nous propose, tiens, maîtrise. Tiens, tu as la possibilité de dire ton mot, maîtrise.
malheureusement, on maîtrise des choses qui ne sont pas importantes. Et toutes ces choses qui sont extrêmement importantes, voilà, je sens que la caméra n'est pas très d'accord. Non, très certainement d'accord. Voilà, Tarchov Tov Yetov. Dédicace à mon frère chéri, qui nous renforce beaucoup. Tu t'occupes des choses qui ne sont pas importantes. Et toutes ces choses qui sont importantes, toutes ces choses, qui c'est qui va s'en occuper? C'est quoi les choses importantes? C'est de prier pour ses enfants, pour qu'ils aillent dans l'école, la meilleure école pour eux. C'est de prier pour le Ham Israël, c'est de prier pour la Géoula, c'est de prier pour la construction du Beit HaMikdash, c'est de prier pour que les Juifs soient dans le bon chemin, c'est de prier pour que Dieu nous envoie la délivrance finale. C'est toutes ces choses qui sont importantes. Ça, c'est important. Ça, c'est important. L'éducation des enfants, c'est très important. Les choses vraiment cruciales dans l'éducation des enfants. Les livres qu'on les fait lire, le fait qu'il ne doit pas y avoir de télé à la maison, le fait qu'on ne doit pas donner de smartphone à nos enfants, le fait qu'on doit mettre nos enfants dans des écoles où ils étudient la Torah, le fait de respecter la pureté familiale, le fait de faire Shabbat, le fait de faire le Kiddush, le fait de faire les fêtes. C'est ça qui est réellement important, il n'y a que ça qui est important. Il n'y a que ça qui est réellement important en réalité. Alors si on nous invite à faire des choix, à choisir, si notre mari un jour nous dit, écoute, j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis sur la peinture du mur ou sur ça, j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis. Ou alors lui dire, si vraiment ça nous tient à cœur, est-ce que je peux donner mon avis? Est-ce que tu es sûr que tu veux ça? Ou est-ce que, parce que moi j'avais pensé à autre chose. On peut avoir une communication, il n'y a aucun problème. Mais, encore une fois, la communication, ça demande de l'énergie. Donc si on veut parler des choses importantes, on ne peut pas parler de tout. D'accord? On ne peut pas. Si on y arrive, tant mieux. Mais je ne crois pas qu'on puisse arriver à parler de tout. Comme elle raconte la rabbinite Yemima Mizrahi, elle disait qu'au début de son mariage, elle avait encore beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Alors elle se prenait des fois la tête avec son... Je crois qu'elle l'a raconté sur elle-même. Ou alors elle le raconte sur un jeune couple. Elle dit... Non, peut-être pas sur elle-même. Mais en tout cas, elle disait que, par exemple, le jeune couple, quand il en est au début de sa vie, de maritale, eh bien, il a la force comme ça de discuter de tout et de parler de tout et ça, et il laisse rien passer et chacun il donne son avis, etc. Et des fois la femme elle est prête à crier et à s'énerver et non, il fait pas ça et je veux que tu fasses ça et je veux pas que ça se déroule comme ça et il faut qu'on fasse plus de Dvar Torah et moins de ça et plus de ça et elle a plein d'énergie. Et arrive le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, le cinquième, le 10e et au bout d'un moment, la femme n'a plus vraiment beaucoup de force et d'énergie. Et elle entend un jeune couple qui vient d'emménager d'à côté, et elle a tout de suite compris que c'est un jeune couple au ton de la femme qui est pleine d'énergie pour se disputer, se quereller avec son mari. Et là, fatiguée et à bout de souffle, elle dit à son mari, va écouter la femme, qu'est-ce qu'elle te dit, va écoute ce qu'elle dit et fais ce qu'elle te dit. Tellement, au bout d'un moment, ça y est quoi, on met tellement nos énergies dans ce qui est vraiment important. Accoucher, allaiter, prier, nourrir, enfin toutes ces choses qui sont essentielles, toute cette Meshirut Nefesh, ce don de soi, qui est crucial. Et donc du coup, ces choses moins importantes, c'est moins important. Voilà. Alors, à mon avis, faisons ce cadeau aux enfants, de leur donner... Bien sûr, ils doivent de temps en temps voir que papa et maman ont un débat. Même pour leur éducation, c'est important. Parce que si après eux, ils se marient et ils n'ont jamais vu papa et maman débattre, ils ont toujours été d'accord, papa et maman n'ont jamais montré une once de désaccord, une once de débat, une fois mariés, nos enfants ne seront... C'est-à-dire la première, dès qu'ils vont rencontrer une mésentente avec leur conjoint, avec leur femme, ou avec leur mari, tout de suite ils vont désespérer, ils vont dire ah papa et maman tout était parfait chez eux, ils se disputaient jamais, voilà moi je me dispute avec ma femme, ils vont penser que le désaccord n'existe pas. Donc oui, il doit y avoir du débat, des fois même aux oreilles des enfants, mais un débat dans les lois du respect, de respect de l'autre, les lois du respect de l'autre, avec tout le respect. Ça doit être un débat éducatif. Un débat qui montre aux enfants, regardez mes chéris, de quoi on parle avec papa.
On n'est pas en train de se disputer sur le nombre d'étages de la pièce montée de la bar mitzvah de Steve. D'accord? On n'est pas en train de se disputer de ça. On est en train de parler de combien de Torah on doit faire entrer dans notre vie, combien d'heures de Torah on doit étudier dans la journée, quelle est la vision de papa, quelle est la vision de maman. Papa pense qu'on peut étudier à l'armée, maman pense qu'il vaut mieux s'asseoir et étudier au Beth Midrash. Enfin, bon, chacun a son avis. Il vaut mieux, bon, sur les gros sujets, être d'accord, c'est certain, mais c'est pas néfaste non plus le débat aux yeux des enfants, aux oreilles des enfants, mais dans les lois de la bienséance, dans les lois du respect entre les conjoints. Et cela dit, plus on s'entend sur des sujets, plus on est d'accord sur des sujets, plus la femme, entre parenthèses, la femme, parce que la femme, elle a ce don de savoir faire un lâcher-prise quand il faut le faire, à l'image de Rachel, notre mère, qui a su faire ce qu'ils appellent un vitour, un renoncement. Mais on nous dit que ce n'était pas réellement un renoncement, parce qu'un renoncement, c'est un peu, comme on dit, de la soumission. Elle n'était pas soumise, Rachel. Rachel, elle était pleine de force. Rachel, elle a eu l'intelligence de se dire, plus important que mon mari, que mon mariage avec Yaakov maintenant, l'avenir du monde, l'avenir du peuple juif est plus important que mon bien-être maintenant, mon bien-être instantané. Et c'est ça qui lui a fait, qui l'a aidé à permettre à sa sœur de se marier avec son futur mari. Voilà, on est à la fin de la vidéo, donc partagez un maximum, j'espère que le sujet a été un peu clair, beaucoup j'espère, et puis on se renforce, Bezrat Hashem, partagez, à très bientôt.